Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day, nous allons faire suite à l'épisode de la semaine dernière et revenir sur la question de l'alimentation au quotidien quand on pratique du trail, de l'ultra-trail, du running ou un sport d'endurance de manière plus générale. Ici, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Louis, chercheur en nutrition et physiologie de l'exercice, mais aussi nutritionniste de l'équipe cycliste professionnelle Décathlon AG2R et du Paris FC. Julien est incollable sur les questions des besoins énergétiques des athlètes d'endurance, et son expérience scientifique, mais aussi celle de terrain, va grandement nous aider. Il revient de la course Paris-Nice, sur laquelle il a accompagné plusieurs sportifs, et nous accorde un moment pour discuter de cette thématique. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, Vous mangez mal, partie 2. Salut Julien, je te remercie beaucoup de nous accorder du temps, c'est super sympa. Tu reviens du Paris-Nice sur lequel tu étais avec des cyclistes, j'espère que tu vas bien et que ça s'est bien passé. En effet, merci de m'accueillir, je suis très content d'être avec vous tous. Donc oui, je reviens du Paris-Nice en tant que nutritionniste d'une équipe cycliste, donc Décathlon H2R la mondiale. J'ai eu l'occasion de passer quelques jours sur le Paris-Nice avec l'équipe, apporter des petits conseils terrain à nos coureurs et faire en sorte que la course se passe bien. Pour la petite anecdote, moi je t'avais découvert à travers une vidéo qui avait été publiée cet été de la team AG2R justement, où tu expliquais comment tu constituais les repas pour des athlètes entre deux étapes du Tour de France, et j'avais trouvé ça super intéressant. Et il se trouve que là, aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec toi dans cet épisode de l'alimentation au quotidien quand on pratique un sport d'endurance comme le trail, l'ultra-trail, la course à pied ou un sport d'endurance de manière générale, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de points communs. Je te propose de rentrer directement dans la première question, parce que la liste est longue et j'aurai pas le temps de toutes te les poser. Première chose que je voulais te demander sur l'alimentation au quotidien, est-ce que par défaut, a priori, les apports en protéines, glucides et lipides entre un homme et une femme doivent être les mêmes, et c'est uniquement la charge d'entraînement qui va moduler les besoins, ou est-ce que par défaut, on va considérer que par exemple les hommes et les femmes ont des besoins différents et après en plus se rajoute la charge? D'accord, oui, c'est une question pertinente que beaucoup de gens se posent. La réponse c'est assez simple, c'est que les apports sont assez similaires. Et je dirais ça vaut pas le coup d'essayer de créer des petites différences, parce qu'il n'y a pas vraiment d'évidence solide qui nous montre que les hommes et les femmes doivent manger différemment, dans des proportions différentes, si on parle simplement de macronutriments, des glucides, des protéines et des lipides. Donc oui, c'est clair que oui, il faut bien adapter ces quantités-là à la charge, principalement d'entraînement quand on est sportif, mais de manière plus générale à la dépense énergétique quotidienne. Bien sûr, quand on est sédentaire ou quand on marche simplement pour aller au travail ou qu'on fait un petit peu de vélo pour aller au travail, on a une dépense énergétique qui est plus ou moins importante, et dans l'idéal, pour atteindre une certaine homéostasie, un certain équilibre dans la journée, et dans le cadre d'un mode de vie équilibré, il faut essayer d'adapter les quantités de ces différents macronutriments à sa dépense énergétique quotidienne. Alors déjà, merci pour cette première réponse. Je te propose qu'on rentre un peu maintenant dans les 3 macronutriments. J'ai pas pris le temps dans ma revue de littérature. Déjà, ils en parlaient pas dans la revue de littérature que j'ai fait, et j'ai pas pris le temps de creuser les micronutriments. Donc, je pense que nous, on va surtout s'intéresser sur l'aspect macro, glucides, lipides, protéines et un petit peu calories. Je me suis beaucoup appuyé dans la littérature, dans la revue de littérature que j'ai fait sur l'article publié par Tiller et collaborateurs en 2019 de la Société internationale de nutrition sportive, qui est un organisme qui me semble quand même assez robuste. Et eux, ils mettent l'accent que parmi les 3 macronutriments existants, glucides, lipides, protéines, les glucides, pour quelqu'un qui fait du sport d'endurance, devraient représenter la majeure partie d'une assiette. La plus grosse proportion devrait être attribuée aux lipides, aux glucides. Ils parlent de 60% de l'assiette attribuée aux glucides. Est-ce que toi, c'est une vision que tu partages? Est-ce que c'est parce qu'on sait aujourd'hui que c'est ce qui est le plus efficace quand tu fais de l'endurance de manger des glucides? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, je suis assez d'accord. Donc moi, je les rejoins. C'est vrai que la partie glucidique, c'est la partie qu'on va faire varier. C'est vraiment les quantités de glucides qui vont varier au quotidien pour s'adapter à la charge d'entraînement et donc à la dépense énergétique résultante. De manière générale, les quantités de lipides et protéines vont assez peu évoluer dans le quotidien. Ce sera un petit peu la même chose. Pour parler de manière très simple, il va y avoir des petites fluctuations, et ces fluctuations vont être principalement liées aux fluctuations d'apport principalement glucidiques.
Je m'explique, c'est-à-dire que quand on mange des féculents, des pâtes ou du riz par exemple, bien sûr, il y a principalement des glucides contenus dans ces sources de féculents, mais il y a également une petite proportion de protéines et de lipides qui va faire augmenter un petit peu l'apport protéique journalier total. Donc souvent, ça, c'est un petit peu négligé, et c'est pour ça qu'on se retrouve finalement avec des sportifs d'endurance qui mangent énormément de protéines. Alors, certaines fois, c'est pas volontaire, c'est simplement qu'ils mangent énormément de féculents, en fait. Et ça va s'ajouter à la ration protéique classique, je dirais, viande, poisson, œufs et produits laitiers. Et du coup, il y a des situations, ça me fait penser à une question, il y a des situations où on peut avoir besoin de par exemple, réduire l'apport dans une assiette en lipides au profit des glucides, parce que si on le fait pas, on n'arrivera pas à manger assez de glucides pour compenser les besoins. Ouais, clairement, c'est une situation très pratique. Typiquement, à l'approche d'une compétition, la veille, peut-être même l'avant-veille, et surtout le jour de la compétition, on va mettre l'accent sur les glucides. On sait qu'il faut ingérer de grandes quantités pour optimiser la synthèse du glycogène, donc le stockage énergétique, principalement au niveau musculaire et du foie. Et donc, ça se fait un petit peu au détriment, je dirais, des autres macronutriments que sont les protéines et les lipides. Parce qu'à ce moment-là, le moment de la performance, on en a beaucoup moins besoin en finale. Et donc, toutes les stratégies vont être bonnes à mettre en place pour faciliter cet apport glucidique et faire en sorte qu'il soit adéquat. Et on sait que c'est un défi. C'est un défi pour beaucoup de personnes de manger suffisamment de glucides à l'approche des compétitions. Donc, si en plus des glucides, on va continuer à apporter beaucoup de protéines, par exemple, alors là, on va encore plus rendre les choses compliquées. Ce sera vraiment difficile de respecter et d'essayer d'atteindre les recommandations en termes d'apport glucidique. Donc, ouais, il y a une question vraiment pratique. Et puis, il y a la question aussi digestive. C'est-à-dire qu'à certains moments, on n'a pas besoin d'ingérer beaucoup de protéines parce qu'on sait que les protéines vont être beaucoup plus difficiles à digérer, vont demander plus d'énergie. On sait par exemple que l'effet thermique des aliments, donc la dépense énergétique liée à la digestion, elle est augmentée dans les heures qui suivent l'ingestion de protéines. De la même manière pour les lipides. Les lipides sont assez difficiles à digérer. Donc, pour éviter tout trouble gastro-intestinaux potentiel à l'effort, on va aussi éviter, réduire l'apport protéique et lipidique. Mais voilà, c'est vraiment de manière sporadique, focalisée à certains moments. Oui, et puis de toute façon, il y a peut-être aussi, c'est un peu ce que tu dis, il y a peut-être aussi une question très pratique, c'est-à-dire qu'à un moment, si ton assiette elle est gigantesque, tu n'arriveras de toute façon pas à la finir, parce que c'est ça. Faut que tu puisses aussi manger ton assiette si tu veux être efficace, quoi. C'est ça, donc c'est vraiment le rôle du nutritionniste, et c'est là que les gens et les sportifs, je pense, doivent, je dirais, un petit peu travailler la plupart du temps. La plupart du temps, ils ont, de manière générale, de manière triviale, le sportif a tendance à manger un petit peu pareil tout le temps. Là, ça implique de vraiment changer ses habitudes, modifier les proportions entre les différents macronutriments pour qu'ils soient beaucoup plus adaptés à un objectif de performance. Et c'est assez intéressant ce que tu soulignes. L'épisode, je l'ai appelé « Vous mangez mal » parce que, en fait, dans l'article de Tiller, il mettait en avant que des études ont montré que la plupart des athlètes non élites, donc qui ne sont pas suivis par un staff, n'avaient pas les apports optimaux de manière générale. Ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu dis, que en fait, par exemple, on mange tout le temps la même chose alors qu'on pourrait jouer sur des stratégies alimentaires en fonction du moment. Complètement. Typiquement, ce qui est très classique, c'est par exemple le petit déjeuner. Souvent, le petit déjeuner reste tout le temps le même tous les jours parce qu'on a des habitudes bien en place. Moi-même, j'ai tendance à faire ça, bien sûr. Et ça peut être difficile de se dire, tiens, je vais rajouter un morceau de pain, je vais prendre plus de porridge, ou je vais remplacer mon fameux porridge par du riz parce que c'est plus digeste. Et je vais en prendre beaucoup plus. Je vais essayer de le peser peut-être pour être sûr d'avoir la bonne quantité. Et là, je vais me rendre compte que, en effet, c'est une quantité vraiment importante et je n'ai pas l'habitude. Donc, il va falloir s'y entraîner un petit peu, se préparer également à modifier ses habitudes. Et là, on parle de nutrition qui fait partie de l'entraînement. Ok, super intéressant. On parle beaucoup de glucides. Est-ce que tous les glucides se valent ? On parle souvent des glucides complets versus les glucides blancs, des indices glycémiques élevés versus des indices glycémiques bas. Est-ce qu'il y en a qui sont à favoriser ? Est-ce qu'il y en a qui sont à favoriser à certains moments et d'autres à un autre moment ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Donc les glucides, oui, c'est vrai qu'ils ne se valent pas. Les glucides sont différents. Donc il y a différents types de glucides. Déjà, il y a le glucose, le fructose, le sucrose, le maltose, le galactose, etc. Donc ça, c'est vraiment lié à la structure chimique des molécules, en fait, de glucides. Donc outre ça, après, ils sont classés en fonction de leur indice glycémique. Donc là, c'est l'impact qu'ils ont sur la glycémie. C'est-à-dire qu'on ingère un sucre
quel va être l'impact sur la glycémie? Est-ce que mon taux de sucre dans le sang va augmenter très vite ou de manière plutôt lente? Et donc, l'indice glycémique est principalement lié à ça, à la réponse glycémique dans les minutes qui suivent l'ingestion. Et ça va avoir un impact, sur l'absorption et également sur la sécrétion d'insuline. On sait que quand la glycémie, le taux de sucre dans le sang augmente rapidement, ça va entraîner rapidement une sécrétion d'insuline pour stabiliser la glycémie. Certains peuvent faire ce qu'on appelle une fameuse hypoglycémie, même derrière réactionnelle, quand il y a une grosse quantité de sucre ingéré, une grosse augmentation de glycémie au préalable. Donc là, ce sont vraiment des réponses individuelles. Il faut bien se connaître. Et donc oui, il y a vraiment une première différence déjà liée à l'indice glycémique. Je dirais, nutrition sportive, c'est de moins en moins, je dirais, important. Alors on s'en soucie de moins en moins de cet indice glycémique, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un petit peu moins un problème à l'effort. À l'effort, au final, quand on ingère un sucre, quand on réalise un exercice physique et qu'on ingère un sucre pendant l'effort, peu importe son indice, la réaction en termes de glycémie va être un petit peu la même. C'est-à-dire que les réponses glycémiques vont être un petit peu lissées à l'exercice, comparativement à une situation de repos. Donc la notion d'indice glycémique, elle est un petit peu, on l'oublie un peu à l'effort. Par contre, on va plutôt s'intéresser à la classification plutôt glucides complets, assimilation rapide, assimilation lente. Et le côté complet ou blanc, ça réfère plutôt au type de féculent qu'on va ingérer, plutôt avec des farines blanches ou des farines complètes. Donc là, il y a des indices glycémiques un petit peu différents aussi, mais c'est surtout la teneur en fibres qui va importer et qui va faire en sorte que ces sources glucidiques sont différentes. Donc oui, il y a certains moments privilégiés pour ingérer des farines plutôt complètes, et il y a d'autres moments privilégiés pour ingérer des farines plutôt blanches. Ok. Est-ce que tu peux nous donner juste un exemple de quand est-ce que tu privilégierais des farines complètes et des farines blanches de manière assez simple? Ouais, donc les farines complètes, donc genre pâte complète, pain complet par exemple, du riz sauvage, des choses comme ça. Alors on entend souvent dire, ça c'est les messages plutôt pour le grand public, que ce sont des aliments sains, c'est bon pour la santé parce qu'ils contiennent beaucoup de fibres. Et c'est vrai, ça permet de renforcer la flore intestinale, ça agit un peu comme un prébiotique. Donc ça c'est important. Par contre, c'est un peu moins adapté pour le sportif à l'approche des compétitions ou d'entraînements très intenses, parce que ça va demander un effort supplémentaire pour être digéré. Et ça peut créer donc un inconfort gastro-intestinal à l'effort, en particulier lorsque l'effort est intense ou de longue durée, avec une perfusion assez faible au niveau intestinal. Quand la perfusion est faible, peut-être liée à la déshydratation à l'effort, et à l'effort physique tout simplement, la digestion se fait un petit peu moins bien. Et donc, ça peut créer des troubles gastro-intestinaux, quels qu'ils soient, des reflux, des vomissements, des ballonnements, etc., des diarrhées. Donc, c'est très inconfortable. Beaucoup de sportifs, surtout d'endurance, ont eu ce genre d'expérience un peu malheureuse. Ça arrive très souvent. Donc, on peut l'éviter avec plutôt des sources glucidiques qui contiennent peu de fibres. Et donc là, plutôt des farines blanches. Donc, je dirais, pour résumer, farines complètes, qui contiennent beaucoup de fibres, plutôt à l'écart des séances importantes et des compétitions, dans le cas de l'alimentation quotidienne, et les farines blanches qui contiennent peu de fibres, donc plutôt à l'approche des compétitions dans les 2-3 jours qui précèdent, pour s'assurer d'un confort gastro-intestinal optimal. Super clair. Et par contre, si je rentre d'un entraînement, là, il n'y a pas spécialement de différence. Je peux manger l'un ou l'autre, complet ou blanc, ça ne va pas changer grand-chose. Alors l'un ou l'autre, si on rentre d'un entraînement, c'est en fonction vraiment des préférences. Ce qui va dépendre, c'est surtout qu'est-ce qui vient ensuite. Quel est le but de la séance suivante? Est-ce qu'on va enchaîner avec on est dans un cycle intensif et on va peut-être enchaîner avec une séance importante, très intense, peut-être avec du travail intermittent. Alors là, on va continuer sur des farines blanches. En revanche, si le lendemain, c'est un jour de repos ou peut-être un entraînement un peu plus léger, alors je dirais peu importe. Parfois, on entend des messages dans différents médias, je trouve, que les régimes à haut glucides peuvent être risqués pour la santé. Que si on mange beaucoup de glucides, c'est peut-être parce qu'il y a de manière générale une incompréhension, un mélange entre glucides et sucre d'ailleurs. Mais on entend beaucoup parler de si vous mangez beaucoup de glucides, c'est risqué pour la santé, etc. Dans les revues que j'ai citées, ils tempèrent quand même beaucoup les propos en disant que ça, il n'y a pas d'évidence qui vont vraiment dans cette direction en tant que sportif. Si tu es sportif et que tu manges beaucoup de glucides et que tes apports
sont justifiés par tes besoins, il n'y a pas de problème. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu partages? Est-ce que tu viendrais tempérer ou apporter des précisions là-dessus? Oui, moi je partage complètement ça. Je dirais une fois de plus que l'apport glucidique doit être adapté à la charge et donc à la dépense énergétique. Dans le cadre d'un sportif qui réalise des séances d'activité physique sportive tous les jours, il n'y a aucun problème à ingérer beaucoup de glucides ou sucre. Hein. C'est pour simplifier, faire le raccourci, même si on a vu qu'il y a différents types de glucides. Il n'y a aucun problème parce que ce sucre-là va être utilisé en fait. Il va être soit utilisé pour être stocké sous forme d'énergie, donc de glycogène au niveau musculaire et hépatique, en vue de la prochaine séance à réaliser. Et donc ensuite, il sera utilisé pendant cette séance. Soit il va être utilisé durant l'effort. Donc là, on va parler de glucides exogènes, les barres de céréales, les gels, les boissons énergétiques qu'on va ingérer durant l'effort, qui vont permettre de maintenir sa glycémie constante. En gros, on va suppléer les réserves de glycogène qui vont s'amenuiser progressivement. Donc, on va essayer de maintenir le niveau énergétique malgré ces réserves qui baissent. Et post-exercice, le fait d'ingérer des glucides va permettre de récupérer ces réserves énergétiques, donc toujours pareil, le glycogène. Quand on est sportif, il y a des moments où on peut manger un peu trop de glucides parce que notre approche est peut-être un petit peu déséquilibrée, ou peut-être qu'on est gourmand. Ça arrive, mais voilà, s'il y a plusieurs séances de sport dans la semaine, je dirais que c'est pas trop un problème. Souvent, les messages, je dirais plutôt grand public, qui alertent sur l'utilisation des glucides en quantité importante, font un petit peu peur, je dirais, parce que on parle notamment du diabète de type 2, qui peut intervenir à partir d'un certain âge, à cause d'une sécrétion d'insuline trop importante au cours de la vie, notamment, et une résistance à l'insuline. Je dirais que ça, c'est clairement ce qu'on observe plutôt chez des populations sédentaires. Dans le cadre du sportif, dans le cadre du sport, quand on réalise l'exercice physique, et je l'ai dit juste avant, l'évolution de la glycémie, elle est à peu près la même, peu importe si on ingère du sucre ou pas. Et la glycémie se comporte bien, je dirais, chez un diabétique aussi qui réalise une séance de sport. Il n'y a pas une augmentation démesurée de la glycémie lors d'une activité physique chez un diabétique. Donc c'est vraiment l'association glucides et pas d'activité physique, donc une faible utilisation des glucides ingérés qui va poser problème en fait. On aura, je note bien tout ce que tu me dis là sur surtout la glycémie qui est stable pendant l'effort. On reviendra dessus dans la partie dédiée à comment s'alimenter pendant l'effort, parce que c'est vrai qu'on entend souvent un indice glycémique bas ou haut pendant l'exercice, et là apparemment tu as des choses à nous raconter dessus. Donc je l'ai bien noté, on en reparlera dans l'épisode là-dessus. Je te propose qu'on change un peu de macronutriments et qu'on passe sur les protéines. On a beaucoup parlé des glucides, maintenant on va parler des protéines. Les études que j'ai discutées, elles mettent en avant que parfois les protéines, elles sont un petit peu mises au second plan, qu'elles sont un petit peu ignorées, et qu'il a souvent été cru, par exemple, dans les sports d'endurance, que les protéines n'étaient pas si importantes, parce qu'au final, c'est pas de la muscu, par exemple, c'est pas de la musculation, on n'a pas besoin de gonfler en muscle, donc on n'a pas besoin de beaucoup de protéines. Et là, dans le papier que j'ai cité, il recommandait 1,8 g par kilo de poids de corps, je reprends mes notes, voire 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps, ce qui sont en fait des doses assez élevées. Est-ce que, pareil, toi, c'est quoi ta vision par rapport aux protéines chez des sportifs d'endurance ? Il est clair que oui, c'est des idées reçues que les sportifs d'endurance n'ont pas besoin de protéines. C'est important d'avoir suffisamment de protéines. Les protéines sont vraiment partout. Les protéines, ça constitue toutes les cellules de l'organisme, toutes les enzymes qui facilitent les réactions, qui facilitent notamment la conversion des substrats en énergie, l'oxydation, etc. Ce sont la plupart du temps des protéines. Par exemple, l'enzyme qui permet de synthétiser le glycogène, c'est une protéine. La glycogène synthèse, c'est une protéine. Donc, il y a vraiment des protéines partout. En plus du côté plastique, ce qu'on voit, les muscles, ce qui est visible, et quand on fait de la musculation, on peut augmenter sa masse musculaire. Donc, en plus de ça, dans le corps, dans nos organes, on a des protéines qui permettent de fonctionner. Donc, il faut renouveler ces protéines en permanence. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a des cycles d'anabolisme et catabolisme, ou synthèse protéique et dégradation. C'est la même chose. Qui s'opèrent tous les jours en permanence. Donc ces cycles ils sont assez réguliers et ces cycles sont vraiment dépendants de l'activité physique et des apports en protéines via l'alimentation en fait. Donc normalement dans le cadre d'une alimentation d'un quotidien on va dire équilibré, avec 3 repas par jour, peut-être une collation
Ces cycles se font assez bien, à peu près toutes les 4 heures. On a des cycles d'anabolisme suite à la gestion de protéines, par exemple au petit déjeuner, jusqu'au déjeuner, pas par exemple à midi. On va plutôt être dans une phase d'anabolisme. Oui. Est-ce que tu peux nous vulgariser pour les personnes qui n'ont pas bien compris ce que c'était anabolisme et catabolisme? Ok, l'anabolisme, donc c'est la synthèse, c'est la création de nouvelles protéines musculaires via les protéines qu'on a dans l'alimentation. Donc ça va permettre de renouveler la masse musculaire, notre corps entier. Notre corps entier, en fait, utilise des protéines en permanence dans un cadre énergétique. Ces protéines se dégradent, donc sans apport alimentaire quotidien à tous les repas, on observerait une fonte musculaire progressive. C'est notamment ce qu'on observe avec l'âge chez la personne âgée, malheureusement. Elle mange de moins en moins. Il y a également des phénomènes hormonaux, les hormones sont moins sécrétées. Ça contribue à ça, mais c'est typiquement ce qu'on observe, une fonte musculaire progressive. Donc il faut un apport alimentaire aux différents repas au cours de la journée pour renouveler ses propres protéines musculaires, donc s'y constituent ses muscles. Parce que cette dégradation, elle s'opère régulièrement. Et donc on dit que entre 1,5 et 2% de la masse musculaire totale est renouvelée chaque jour. Donc il faut à peu près 8-10 semaines pour renouveler l'ensemble de sa masse musculaire. Physiologiquement, c'est ce qui s'opère. En permanence, on renouvelle nos protéines musculaires. Donc pour ça, il faut des apports réguliers aux différents repas. Sinon, ces synthèses ne se font pas. Sinon, on n'arrivera pas à maintenir sa masse musculaire. Et donc là, nombreuses études ont investigué ça. Hein. Quelle est la quantité optimale, la fréquence optimale, quel type de protéines, etc. Et donc, il s'avère que avoir des protéines à chaque repas de manière régulière, petit déjeuner, déjeuner, dîner, idéalement une collation en milieu d'après-midi, si le déjeuner et le dîner sont assez espacés, c'est la stratégie idéale pour fractionner sa prise alimentaire et faire en sorte d'avoir des synthèses, des épisodes de synthèse protéique assez fréquents au cours de la journée, pour bien récupérer quand on est sportif et surtout maintenir sa masse musculaire pour monsieur tout le monde. Petite pause. Si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. C'est peut-être pour ça que du coup, dans les travaux, ils parlent par exemple d'espacer de 3 heures minimum les prises de protéines. C'est pour en fait toutes ces phases, c'est ça de ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on mange quand on a un apport protéique, par exemple le matin, je me lève, je prends 2 œufs et un yaourt. Ça va m'apporter peut-être à peu près 20 grammes de protéines. Donc ça va déclencher une synthèse protéique qui va perdurer pendant à peu près 2-3 heures. Et progressivement, on va rechuter. On va passer plutôt en dégradation. D'accord ? Parce que le taux d'acide aminé dans le sang, l'acide aminé constitue les protéines ingérées, le taux d'acide aminé dans le sang va diminuer. Et donc dans cette phase de diminution, on va plutôt passer en catabolisme, où là on va perdre en quelque sorte, on va utiliser ses propres protéines musculaires pour fournir de l'énergie à son corps. C'est pour ça qu'idéalement, 3-4 heures après, il faut réingérer des protéines. Et donc, idéalement, ne pas sauter son déjeuner. C'est pour ça qu'on passe de repas. Jamais, idéalement. Pour maintenir sa masse musculaire, encore plus quand on est sportif. Et du coup, ça va revenir sur une question que j'aurais à te poser un petit peu plus tard, parce que des fois, dans l'entraînement en endurance ou quand tu as des volumes d'entraînement élevés, tu peux avoir des sorties de 5-6 heures. Et là, tu te retrouves à sauter un repas. Donc, on en reparlera juste après. Je reviens dessus par la suite. Selon toi, est-ce que par défaut, par exemple, un trailer a besoin de plus de... Donc, un trailer, ce que je sous-entends avec trailer, c'est qu'il va y avoir du dénivelé négatif, donc des contraintes musculaires qui sont quand même excentriques et qui sont élevées. Est-ce que par défaut, un trailer a des besoins différents d'un cycliste ou d'un coureur à pied en termes de protéines ? Ou est-ce que non, en fait, c'est le volume d'entraînement total qui fait le besoin en protéines ? Alors, il serait logique de dire que oui, les trailers ont besoin de plus de protéines à cause de la composante excentrique, comme tu disais. La composante excentrique, elle est assez traumatique, elle va créer des dommages musculaires. C'est assez paradoxal, hein, parce que, pour moi, je dirais que d'autant plus quand on n'est pas trop entraîné. Parce que quand on n'est pas trop entraîné, les dommages musculaires vont être encore plus importants que quand on est bien entraîné, parce qu'on y est moins habitué. Donc je dirais les personnes qui font un petit peu du trail de temps en temps, surtout le dimanche, le week-end,
ces personnes-là, oui, ont des besoins accrus en protéines pour essayer de réparer rapidement les protéines musculaires endommagées. Je dis ça, et ça semble logique pour moi, parce qu'on sait qu'il faut apporter suffisamment de protéines en récupération, et dans le cadre du quotidien, d'autant plus s'il y a dommages musculaires. Par contre, on manque vraiment d'évidence scientifique. Il n'y a pas beaucoup de preuves pour nous dire que le trailer a besoin de plus de protéines dans son alimentation. Honnêtement, j'aurais du mal à trouver des études scientifiques qui le prouvent. Ah non, je pense qu'il y en a même aucune. Je pense qu'il y en a même aucune. Il y en a juste une que j'ai en tête qui montrait qu'un groupe qui prenait des protéines pendant 15 jours, ils en prenaient 3 fois par jour. Ils étaient supplémentés à 15 grammes de protéines 3 fois par jour pendant 15 jours. Ils progressaient mieux que le groupe qui n'était pas supplémenté en protéines. C'est à peu près la seule évidence qu'on a. C'est pas une comparaison entre trailer et cycliste, par exemple? C'est assez logique. Il y a une étude qui a été faite aussi. Moi, j'ai beaucoup étudié l'athlète master, donc l'athlète plutôt vieillissant. Et il y a des collègues australiens qui ont montré, alors c'était pas des trailers, hein, c'était des cyclistes, et ils ont utilisé un exercice de course à pied en descente pour créer des dommages musculaires et ensuite proposer une stratégie de récupération à base de protéines en poudre. Et ils se sont rendus compte que ceux qui avaient la bonne dose de protéines en poudre récupéraient beaucoup plus vite et surtout arrivaient à maintenir leur masse musculaire de manière chronique sur le long terme. Donc oui, il semblerait que les besoins soient augmentés. Oui, il faut ingérer des protéines en bonne quantité. Par contre, voilà, on manque vraiment d'évidence. Ça, c'est de la logique pour moi. Donc en fait, si je résume ce que tu viens de nous dire, un trailer ou quelqu'un qui fait de la course à pied plutôt, on va dire, un peu à plat, etc., il peut être plutôt vers les 1,8 g de prot par poids de corps, comme la borne basse que conseillait Tiller. Et quelqu'un qui a plus de dénivelé, il peut aller vers les 2,2 grammes par exemple, parce que les contraintes le demandent. Voilà, alors typiquement, en fait, ça va augmenter. On va peut-être dépasser légèrement les 2, parce que idéalement, tout de suite après l'exercice traumatisant, idéalement, il faudrait prendre une ration de récupération et peut-être une collation de récupération. Et ça va assez vite au final. Hein. Si on prend par exemple un shaker protéine qui contient 30 grammes de protéines, ça va nous faire passer rapidement peut-être au-dessus des 2 grammes, simplement en ajoutant un apport protéique de ce type. Ça me fait poser une question que j'avais prévue pour toi. Est-ce que pour toi, tu considères que c'est un problème dans l'alimentation au quotidien, la supplémentation en protéines, le fait de prendre des protéines végétales en poudre ou de la whey par exemple en poudre? Est-ce que c'est problématique? Ça veut dire qu'on ne sait pas bien manger? Ou est-ce que non, c'est normal quand les besoins augmentent? Non, je dirais que c'est pas un problème. Pour moi, c'est vraiment une solution pratique. Et je dirais, si ça peut permettre d'atteindre les recommandations, tant mieux. Honnêtement, ça peut être difficile d'avoir accès à des bonnes sources de protéines. Même souvent, on parle des produits laitiers, etc. Mais souvent, les contenus en protéines sont assez faibles. Dans un yaourt classique, il y a 4-5 grammes de protéines, ce qui est très faible. C'est pas suffisant. Ou alors, il va plutôt falloir se tourner vers des yaourts hyper protéinés qui vont peut-être contenir 15. Certains contiennent 20 grammes. Donc là, on se rapproche des doses recommandées en récup. Alors qu'avec un shaker, c'est très facile tout de suite. On est entre 20 et 30 grammes. Et c'est très facile à boire, c'est liquide. Donc quand on n'a pas faim, c'est d'autant plus pratique. C'est une bonne option, je dirais. Il faut pas en abuser. En tant que nutritionniste, moi j'aime bien dire qu'on se tourne d'abord vers les aliments. Néanmoins, il faut quand même être honnête et dire que ce genre de produit, de complément alimentaire est quand même très pratique. Il y a une chose que tu as un peu mentionnée là en filigrane, alors on n'aura peut-être pas le temps de l'aborder en entier dans cet épisode, mais déjà toi si tu peux nous donner une base de réponse. Tu as dit que quand on rentre d'une séance, il va y avoir un besoin d'une collation là, de récupération, ce qui me laisse un peu penser à ce qu'on appelle des fois la fenêtre métabolique pour consommer des protéines, etc. Est-ce que c'est à ça que tu faisais référence ou pas du tout? Et est-ce qu'il y a cette fenêtre métabolique où on a besoin d'apporter par exemple des protéines et des glucides rapidement après l'exercice pour mieux récupérer ou pas du tout? Oui, si, clairement, la fenêtre métabolique, c'est bien connu. La fenêtre métabolique, elle coïncide avec une diminution de l'immunité. Genre, principalement, la première heure qui suit l'exercice, il y a une grosse baisse de l'immunité. En fait, on appelle ça un petit peu le phénomène des fenêtres ouvertes. Et potentiellement, tous les virus peuvent passer. C'est pour ça qu'on recommande souvent aux sportifs de se couvrir très vite, etc., pour pas tomber malade. Mais c'est également une bonne fenêtre pour récupérer rapidement, justement, parce que la fenêtre est ouverte en quelque sorte. Et le passage, notamment du glucose dans les cellules, va se faire beaucoup plus facilement. Donc la resynthèse du glycogène, elle est multipliée par 3 ou 4 en utilisant la bonne stratégie. Et c'est la même chose pour la resynthèse protéique. Donc, en apportant la bonne dose de protéines, on va faciliter la récupération musculaire post-exercice. Donc la combinaison glucides-protéines en bonne quantité, associée à une bonne hydratation, c'est clair que c'est important. Oui, c'est pas un mythe, c'est vraiment une très très bonne stratégie à mettre en place. Idéalement, il faut avoir une routine
qui soit adapté à son poids horaire. Ok, j'avais cru entendre qu'il y avait des discussions là-dessus, mais c'est super cool que tu aies pu clarifier ce point là de suite. Si tu dois donner à peu près une tranche de combien de temps ça dure, cette fenêtre-là, parce que ça va aider pour les stratégies. Si ça dure une demi-heure et que je suis en montagne en voiture, faut peut-être que je prenne quelque chose dans la voiture. Ouais. Si ça dure 1 heure, c'est peut-être plus facile à la louche. Alors pour le glycogène, on dit que c'est biphasique, c'est-à-dire que les premières 45 minutes sont capitales. Si on veut récupérer très vite ses réserves d'énergie, peut-être parce qu'il faut repartir le lendemain ou simplement que les compétitions s'enchaînent, les premières 45 minutes sont clés. C'est là où ça se fait en fait. C'est ça qui va conditionner la resynthèse du glycogène. C'est multiplié par 3-4 simplement parce que les transporteurs de glucose au niveau des membranes des cellules, elles sont déjà présentes dans la membrane. En fait. Au cours de l'exercice, ces transporteurs, on appelle ça les GLUT4, ils migrent vers la membrane, vers la périphérie des cellules musculaires pour faciliter le passage du glucose dans la cellule. Et donc, post-exercice, ces transporteurs vont rester dans la membrane. Donc, le passage va continuer de faciliter, en fait. Et puis, progressivement, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, ces transporteurs vont redescendre vers le noyau. Et le transport du glucose, le passage dans la cellule, pour être ensuite stocké sous forme de glycogène, va moins bien se faire. Va être réduit de 3/4 à peu près. Et donc là, à ce moment-là, au bout d'1 heure, après cette fameuse fenêtre idéale, on aura plus besoin d'insuline. Donc on va être dépendant de l'insuline, alors que dans les premières 3/4 d'heure, on n'est pas dépendant de l'insuline, parce que les transporteurs sont déjà présents. Donc pour le glycogène, c'est capital. Souvent, on l'associe aux protéines. On s'est rendu compte que l'apport rapide en protéines était important. C'est là également, dans cette fenêtre métabolique, que les synthèses protéiques se font mieux. Et puis après, donc, la deuxième phase, j'ai parlé de réaction biphasique. La deuxième phase, elle est durant cette deuxième phase, la fenêtre reste ouverte, je dirais. La resynthèse du glycogène, elle est toujours facilitée, mais elle va un petit peu moins vite. Et donc ça va durer 3-4 heures post-exercice. Donc en fait, la fenêtre protéique, elle est beaucoup plus large, plus longue que la fenêtre glucidique. Je dirais oui. La priorité, c'est vraiment les glucides post-exercice. L'apport protéique peut intervenir légèrement plus tard. On peut attendre 1 heure, on peut attendre 3/4 d'heure. Ça pose un peu moins de problème. C'est super clair pour cette partie sur les protéines. Je te propose que du coup maintenant on passe au dernier macronutriment qu'on n'a pas encore discuté, les lipides. Dans les revues de littérature que j'ai citées dans l'article qui est en ligne sur le site, à chaque fois, dans les 3 papiers, les 3 revues, les lipides, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Ils en parlent, les auteurs, comme une fois que vous avez atteint les besoins en glucides et en protéines, vous complétez avec les lipides. Alors, ça m'a surpris un petit peu parce que quand on en reparlera dans l'épisode sur l'alimentation pendant l'effort, mais les lipides, ils servent à fond en endurance. Il y a énormément d'énergie qui sont produits à partir des lipides. Et là, ça nous dit, en fait, pas besoin de vous en manger en dernier. Pourquoi il y a cette ambivalence entre les deux ? Pourquoi ils sont des fois un peu relayés au second plan ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Ouais, complètement. C'est intéressant parce que nous aussi, on le voit en dernier. On les néglige un peu. Oui, c'est vrai. Mais non, mais c'est logique, parce que, certes, ils sont utilisés beaucoup en permanence. On utilise beaucoup de glucides, on oxyde les lipides en permanence. Au repos, notamment, dans toutes les activités à faible intensité, c'est le carburant privilégié, les lipides. Souvent, on n'en parle pas trop parce que les quantités de graisse, de manière triviale, dans l'organisme, elles sont très importantes, comparativement aux réserves de glycogène qui sont limitées. Donc les réserves énergétiques qui se forment lipidiques ou de graisse sont pas limitantes, en fait. On en a énormément. On a le tissu adipeux, principalement, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on peut voir. C'est la forme de notre corps. On a également des acides gras libres qui circulent dans notre sang, et on a également un petit peu des graisses autour de nos organes, plutôt de manière des graisses protectives. Et donc, ce qu'on va surtout utiliser, c'est les acides gras libres et le tissu adipeux. Et là, on peut les utiliser autant qu'on veut, il n'y a aucun problème. C'est pas limitant. Même pour une personne très très maigre, il y a quand même une quantité de graisse assez importante. Peut-être au moins entre 8 et 10% de graisse, donc quelques kilos de graisse dans le corps pour tout le monde, au moins, même quand on est très affûté. Donc c'est pas très très limitant, je dirais. Et dans le cadre de l'alimentation, et finalement, est-ce qu'on va les utiliser à l'effort ? Alors oui, on va les utiliser à l'effort. Donc comme j'ai dit, surtout quand les efforts sont de faible intensité. Néanmoins, dès qu'on se met à accélérer un petit peu, dès que l'intensité augmente, comme en trail par exemple,
les intensités peuvent être faibles, mais elles sont quand même assez importantes. Le carburant privilégié reste quand même la plupart du temps les glucides et donc le glycogène. Et donc, progressivement, par exemple, au cours d'un trail, si je prends l'exemple d'un trail, il est très probable que durant les premières heures, le carburant principal est le glycogène. Et puis, progressivement, on va aller taper de plus en plus dans nos réserves lipidiques parce que les réserves de glycogène vont diminuer progressivement. Donc, il est difficile de donner un pourcentage. Ça dépend des gens. La capacité à oxyder les lipides à l'effort dépend du niveau d'entraînement. Ça dépend des gens. Ça dépend du sexe. Il se trouve que les femmes arrivent à oxyder un petit peu les lipides que les hommes. Mais ça dépend surtout de l'intensité de l'effort. Et donc, dans la plupart des situations, la plupart des entraînements, on utilise principalement des glucides. C'est le carburant privilégié. C'est pour ça peut-être qu'on parle aussi un peu moins des lipides. Et on en trouve souvent suffisamment également dans l'alimentation. On pourra parler après des bonnes et des moins bonnes graisses. C'est un débat intéressant. Mais de manière générale, dans l'alimentation, l'apport lipidique n'est pas trop un problème. J'ai jamais connu personne qui mangeait pas assez de lipides. Ou peut-être celles qui font très attention et qui veulent perdre du poids. Pour moi, avec mes sportifs, j'ai pas vu ce problème-là. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en parle pas trop. Ok, et je te propose, je te fais la passe directement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les bonnes graisses et les mauvaises graisses? C'était ma question suivante. Est-ce que toutes les graisses se valent? Non, toutes les graisses ne se valent pas, c'est clair. Donc c'est important de manger des bonnes graisses. Donc pourquoi les bonnes graisses? Parce que les bonnes graisses, c'est ce qui va permettre de constituer nos cellules. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait des protéines partout, mais c'est un peu pareil pour les graisses. Toutes les membranes des cellules sont constituées de graisses. C'est une double couche de phospholipides. C'est des lipides. Et idéalement, il faudrait plutôt avoir pas mal de bonnes graisses, de bons lipides. On parle aussi d'acides gras. Les acides gras, c'est la formule un peu plus petite qui va composer les membranes. Idéalement, il faut des bons acides gras avec une structure chimique particulière qui va être assez malléable, assez flexible, qui va permettre des formations pour éviter des ruptures notamment, permettre de bien s'adapter. Et donc ces bons acides gras-là, ce sont des oméga 3. S'il faut bien retenir ça, les bonnes graisses oméga 3. Ces oméga 3, donc ils s'appellent oméga 3, c'est lié à leur structure chimique. En fait, c'est une longue chaîne d'atomes de carbone et sur la chaîne d'atomes de carbone, il y a une première double liaison entre deux atomes de carbone qui se situe au niveau du troisième carbone. Donc, voilà. Sans rentrer dans les détails, pourquoi oméga 3, c'est surtout lié à la structure chimique. Et donc il y en a plein des oméga 3, il y en a plusieurs sources d'oméga 3 plutôt dans l'alimentation. Et ça vient principalement de certaines huiles. Donc l'huile d'olive, l'huile de colza. S'il y a deux huiles à avoir à la maison, c'est ces deux-là, olive, colza, à utiliser en alternance. Peut-être olive le midi, colza le soir, ou un jour sur deux, comme vous voulez. Donc ça, ce sont les deux principales sources d'oméga 3. Après, il y a tout ce qui est poisson gras, le saumon, qu'est-ce qu'il y a de le saumon, le maquereau, les sardines. Même les sardines en boîte, ça passe. Sont des bonnes sources d'oméga 3. Les graines de lin. Les graines de lin également sont pas mal. Voilà, il y a pas énormément de sources. Ça, ce sont des aliments clairement à avoir dans son alimentation dans la semaine pour s'assurer d'un bon apport en oméga 3. Sans ça, par exemple, une personne qui ne mange jamais de poisson gras, jamais de saumon par exemple, clairement, ça va être compliqué d'avoir suffisamment d'oméga 3 dans son alimentation et il faudra peut-être considérer une complémentation. Et du coup, c'est parfait que tu aies dit ça, parce que c'est la question que j'allais te poser. J'ai eu quelques questions quand j'ai annoncé que je préparais l'épisode de personnes végétariennes qui me disaient, et nous, on aimerait bien des fois un peu des tips pour nous, parce que parfois, par exemple, sur les protéines, ça peut être plus compliqué. Alors, les protéines, on en a parlé avec les protéines en poudre, donc je pense qu'on a balayé le sujet. Pour quelqu'un qui est végétarien et qui va être confronté à ce que tu viens de dire, qui va pas manger de poisson, ça va être quoi la solution pour toi, la bonne solution? Clairement, ouais, il faut envisager une complémentation. Alors pour l'apport en oméga 3, c'est clair. Donc typiquement, ça va être 2-3 grammes d'oméga 3 par jour pour s'assurer d'un bon apport. Donc, les oméga 3, en plus d'un rôle structurel, en plus de leur rôle dans la constitution des membranes, et ils interviennent dans de nombreux mécanismes physiologiques qui vont notamment permettre de renforcer l'immunité. Ils vont être impliqués également dans la synthèse protéique, qui vont également faciliter la récupération, ils vont éviter de tomber malade. Donc les oméga 3 sont vraiment impliqués dans de nombreuses fonctions. Au niveau de la performance cognitive aussi, ça me vient.
très très important. Donc ouais, une complémentation va être importante, ça c'est vraiment indispensable. Souvent les personnes qui se complémentent en oméga 3 voient également une amélioration de leur peau, parce qu'on a dit ça intervient dans ça rentre dans le cadre des structures des cellules pour le corps entier, et souvent la peau est de meilleure qualité, moins sèche notamment. Donc ce sont des petits signes qui montrent que voilà, l'apport en oméga 3 est peut-être efficace, en plus du côté anti-infectieux et anti-inflammatoire. Et j'allais dire, malheureusement, dans notre société moderne, on mange de moins en moins d'oméga 3. Il y en a de moins en moins dans les aliments parce que les aliments sont de plus en plus transformés. Par contre, ce qu'on mange beaucoup, c'est plutôt les oméga 6, qui seraient plutôt à éviter. Ceux-là, ils sont pro-inflammatoires. Ils sont dans tous les aliments, je dirais, un petit peu plus transformés. Je pense aux biscuits, aux gâteaux, des choses comme ça, qui eux contiennent plutôt des graisses plutôt trans, et donc notamment des oméga 6, et qui vont avoir tendance à accentuer l'inflammation. Donc ce ratio oméga 3, oméga 6, il est souvent étudié. Alors il faut faire une prise de sang, et il faut demander un bilan des acides gras érythrocytaires, donc dans la membrane des globules rouges, pour voir où on se situe, quel est notre ratio entre oméga 3 et oméga 6. Et idéalement, le ratio idéal, c'est 1/5. Si ce ratio il est déséquilibré, on présente plutôt un terrain pro-inflammatoire. Julien, on arrive quasiment à la fin de cette première partie de l'alimentation au quotidien. Comme prévu, j'avais encore des questions à te poser, on n'aura pas le temps. Je voudrais t'en poser juste une dernière avant qu'on passe dans la petite partie réservée aux abonnés de Patreon. Parfois, quand on a des hautes charges d'entraînement, on peut avoir des besoins qui sont difficiles à combler en 3 repas, par exemple matin, midi, soir. Si tu as des besoins caloriques ou des besoins en protéines ou glucides qui sont super élevés, des fois, tu n'arrives pas à manger ton assiette aussi grande et tu as besoin d'espacer plus. Est-ce qu'il y a, quand on est sportif avec des hautes charges, par exemple quelqu'un qui fait de l'ultra-trail ou qui s'entraîne 15 heures, 20 heures par semaine, qui peut déjà commencer à être un beau volume, est-ce qu'il y a un nombre de repas optimal? Est-ce qu'il vaut mieux faire quand même 3 gros repas et tant pis si c'est difficile à manger? Est-ce que c'est grave de diviser en 4, en 5 finalement? Qu'est-ce qu'on peut savoir de cette fréquence de repas optimale? Alors la fréquence, elle est quand même importante. Il faut garder un certain équilibre. Le premier point, c'est que l'organisme, le corps humain, il aime rester dans certaines habitudes, certaines routines. Dès qu'on sort de ces routines, on le perturbe. C'est un peu pareil pour le sommeil. Ça va avec les cycles veille-sommeil. On a un chronotype. Et donc, idéalement, il faudrait essayer de le respecter. Mais néanmoins, c'est pas possible quand on s'entraîne beaucoup en défi, c'est pas forcément possible. Alors, le risque de faire moins de repas, c'est de pas avoir suffisamment d'apport, parce que ça peut être difficile de manger suffisamment de calories et suffisamment de protéines, glucides, lipides, comme on en a parlé, en simplement 2 repas peut-être, plutôt que 3. C'est difficile, ça nécessite de manger des quantités énormes. Et clairement, quand on n'a plus faim, c'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, je dirais qu'il va falloir essayer de fractionner les prises. Et plutôt que de faire des gros repas, plutôt d'essayer de faire des petites prises fractionnées. Donc, par exemple, s'il y a un gros petit déjeuner et qu'on va s'entraîner de nombreuses heures, je sais pas, 5-6 heures pour un ultra-trailer, on va peut-être sauter le déjeuner. Par contre, il va falloir prendre assez vite une collation de récupération. Alors, pas forcément très très grosse, ce qui va permettre ensuite peut-être de continuer à ingérer des aliments dans la 2e heure et peut-être dans la 3e heure post-exercice, pour être sûr d'avoir suffisamment de protéines, glucides, lipides sur la journée complète. Julien, je te remercie pour cette première partie et ces réponses à toutes ces questions. On va encore avoir un petit moment d'échange, toi et moi, réservé aux abonnés Patreon avec des petites questions un peu plus pratiques, on va dire, plus appliquées. Juste avant, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, est-ce que tu es actif sur certains réseaux en tant que chercheur où on pourrait suivre ton actualité scientifique? Oui, actif, oui, un petit peu. Disons que je partage les résultats de toutes nos études scientifiques ou interviews dans différents médias ou avec différents magazines ou journaux. Je partage régulièrement ça sur les réseaux. Alors, donc, c'est principalement Twitter, LinkedIn, un petit peu Instagram, beaucoup moins. C'est peut-être moins ma génération, je suis peut-être trop vieux déjà, mais je tends à m'y mettre. Ok, en tout cas, je mettrai dans la description de l'épisode le lien vers ton Twitter et ton X, d'ailleurs, on devrait dire. En effet, oui. Et ton LinkedIn, ce sera mis. Et merci beaucoup pour toutes ces réponses qui nous éclairent beaucoup. Avec plaisir.
Voilà, c'est tout pour cet épisode sur l'alimentation au quotidien quand on pratique du trail, de l'ultra-trail, du running ou un sport d'endurance en général. Comme vous avez pu l'entendre, bien équilibrer son assiette pour répondre à nos besoins n'est pas si simple et demande parfois un peu de réflexion pour être sûr de fournir à notre métabolisme ce qu'il lui faut pour bien s'entraîner et performer. Cet échange avec Julien m'a beaucoup appris et j'espère qu'il en a été de même pour vous. N'hésitez pas à le suivre sur ses différents réseaux, les liens sont dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.